Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Au programme de cette édition. À Rome, le synode sur l'Amazonie a débuté ce lundi 7 octobre. En France, la loi de bioéthique divise les députés sur la question du dépistage préimplantatoire de la trisomie 21. Et puis l'inquiétude grandit en Irak, où depuis plus d'une semaine, les manifestations ont fait une centaine de morts et de nombreux blessés. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur la manifestation de ce dimanche contre le projet de loi bioéthique. Entre la guerre des chiffres, les enjeux et les prochains défis des opposants, nous ferons le bilan de la situation avec Blanche Streb, porte-parole du collectif Marchons Enfants et directrice de la formation et de la recherche pour Alliance Vita. Elle est avec nous sur ce plateau, on la retrouve tout à l'heure. Et on commence ce journal avec le synode en Amazonie qui a débuté à Rome ce lundi 7 octobre. Pour ouvrir cette assemblée, le pape a réuni les évêques et les représentants des populations locales autour d'une prière dans la basilique Saint-Pierre. Une procession avait ensuite lieu depuis la basilique jusqu'à la salle du synode. Pour cette première session, le pape François a rappelé que le synode n'était pas un parlement, mais une occasion pour réfléchir, dialoguer, écouter avec humilité et parler avec courage. Une première conférence de presse organisée par le Saint-Siège s'est tenue dans la foulée, durant laquelle 5 intervenants se sont exprimés. Parmi eux, Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne, en Guyane française. On en écoute un extrait. Le monde romain et européen apprendra que d'autres cultures savent aussi parler de la vie, du bien-être, d'une vie fraternelle, d'une autre manière de vivre que simplement de devenir consommateur ou de multiplier les biens. Et cela, nous avons besoin d'apprendre cela, que la théologie ne peut pas être une seule voie et que les différentes cultures ont chacune, dans leur manière d'être, des choses à dire qui sont importantes et essentielles. La sagesse amérindienne dont parle le pape est quelque chose de très important. Je me souviens qu'il y a 5 ans, j'avais dit à l'Assemblée des évêques de France que pour parler d'écologie, il faudrait écouter ce que les peuples d'Amazonie disent de la relation entre l'être humain et la terre, parce qu'ils ont d'autres manières de le dire que nous. Alors autrefois, on prenait ça pour de l'idolâtrie, pour un manque de civilisation, pour je ne sais quoi, puisque comme on avait la vérité, de toute façon, les autres il ne leur restait plus rien. Alors aujourd'hui, on apprendra qu'il ne faut pas immédiatement juger ce qui se passe ailleurs selon nos propres codes, notre propre manière de voir. Je pense que c'est un des grands sujets, un des grands débats de ce synode, et un grand service que ce synode va rendre aux peuples qui se croient plus civilisés que les autres. Au Vatican, toujours, 13 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François ce samedi 5 octobre lors d'un consistoire public ordinaire en la basilique Saint-Pierre. 10 d'entre eux sont également devenus électeurs en cas de conclave. Lors de l'annonce de la tenue de ce consistoire, début septembre, le pape François avait déclaré, je cite, « La provenance de ces nouveaux cardinaux exprime la vocation missionnaire de l'Église. Leurs profils traduisent en effet la volonté pour le moins explicite du Saint-Père de bâtir une Église engagée auprès des plus pauvres, amie de l'islam et militante de l'écologie. » Sur place, notre journaliste Charles-François Bréjon a rencontré l'un des nouveaux cardinaux, Monseigneur Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat au Maroc. On l'écoute. Le pape m'a nommé cardinal non pas en attention à ma personne, mais pour l'Afrique du Nord, dans le sens qu'il a voulu nous confirmer dans la foi, dans la trajectoire que les églises de la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc parcourent depuis des décennies. Alors, je voudrais dire à tous les chrétiens de l'Afrique du Nord, courage! Le pape est derrière nous. Le pape a connu et apprécié notre expérience de vie chrétienne et veut la proposer à tous les chrétiens. Il a fait visible nos églises qui étaient presque invisibles. Alors, soyons dans la joie, continuons à vivre avec espérance et enthousiasme notre vie chrétienne. Retour en France à présent avec la bioéthique. Alors que ce dimanche avait lieu la manifestation des opposants au projet de loi, nous y reviendrons plus longuement dans notre dossier. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ce lundi, un amendement a particulièrement divisé les députés qui ont débattu jusque tard dans la nuit. Il s'agit de la question du diagnostic préimplantatoire, appelé aussi DPI, c'est-à-dire une vérification des chromosomes sur l'embryon. Cet amendement en effraie plus d'un, notamment sur les dérives eugénistes qu'il comporte. On fait le point avec les explications de Mariette Guérien, juriste de la Fondation Jérôme Lejeune.
Alors à l'Assemblée nationale cette nuit, c'est l'extension du diagnostic préimplantatoire aux aneuploïdies qui a été débattue. Les aneuploïdies, ce sont les anomalies du nombre de chromosomes. La trisomie 21 est donc directement visée par cette revendication qui a été débattue hier soir. La ministre de la Santé, Madame Buzyn, était opposée à cette revendication. Elle a dit que c'était l'enjeu majeur du projet de loi de bioéthique. Parmi les députés, certains étaient favorables à la destruction en laboratoire, dans l'éprouvettes, d'embryons porteurs de trisomie 21. L'objectif de cette revendication, c'est donc d'empêcher la naissance d'enfants trisomiques. D'autres députés se sont farouchement opposés à cette revendication en soulignant la nature eugénique de cette pratique. Puisque cet amendement a été voté, ça signifie qu'on ne pourra pas détruire dans l'éprouvettes des embryons porteurs de trisomie 21. Nous partons à présent en Irak où la situation est de plus en plus inquiétante. Depuis une semaine, à Bagdad et dans le sud chiite du pays, des manifestations font face à une répression sanglante de la part du gouvernement. Après plus de 100 morts et des milliers de blessés, le président irakien, Barham Saleh, a appelé ce lundi à cesser l'escalade de la violence. L'armée, quant à elle, a admis un usage excessif de la force dans un des quartiers de Bagdad. Nous avons contacté Monseigneur Louis Sacco, patriarche chaldéen de Bagdad. Il nous confie sa grande inquiétude. La situation est très grave. Donc, les manifestations ont exprimé leur déception vis-à-vis du gouvernement, la pauvreté, le chômage, la corruption et le confessionnalisme. Et la manifestation était pacifique, mais il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés. L'État irakien n'est pas basé sur une bonne fondation. Pour la première fois, vraiment, je me trouve inquiet de la situation parce que le pays va vers l'inconnu. Et puis, dans un autre registre, Monseigneur Younan, le patriarche d'Antioche de l'église syriaque catholique, était en France ce week-end pour l'ordination du père Élie Wardé comme co-évêque, c'est-à-dire l'équivalent d'un évêque auxiliaire dans l'église occidentale. Il en a profité pour rendre visite à la communauté des chrétiens d'Orient en France. Nous l'avons rencontré, il nous parle de la situation de son église. On l'écoute. Il y a seulement 10 ans, nous n'avions que 4 prêtres en Europe. Maintenant, ils sont 20. Cela veut dire que les besoins ont beaucoup grandi, sont multipliés pour aller desservir ces communautés éparpillées. Nos fidèles syriaques catholiques n'ont pas choisi d'émigrer pour raisons économiques, mais malheureusement, ils ont été déracinés de leur terre natale et sont venus chercher la liberté religieuse, la liberté civile et la dignité humaine en Europe, surtout en France. Nous sommes très reconnaissants à l'Église de France pour les avoir accueillis. Dans l'actualité religieuse également, à Reims, ce dimanche, le cardinal André XXIII a remis à Éric de Moulin-Beaufort son pallium reçu de Rome. Cette bande d'étoffe blanche remise à titre honorifique symbolise sa nouvelle charge d'archevêque. C'était à l'occasion de la fête de Saint-Rémy, saint patron du diocèse de Reims, fêtée chaque année le premier dimanche d'octobre. La cérémonie avait donc lieu dans la basilique qui lui est dédiée. Juste après l'homélie de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, les 96 bougies qui représentent 96 étapes de la vie de Saint-Rémy ont été allumées de façon spectaculaire. Pour le cardinal André XXIII, il s'agissait aussi d'un moment d'émotion. Il a rappelé que c'est dans cette basilique qu'il a entendu son appel à devenir prêtre. Nous restons en France, mais partons cette fois-ci en direction de Nîmes, où s'est tenu un procès peu banal ce mardi. 8 mois après la profanation de l'église Notre-Dame des Enfants à Nîmes, l'auteur présumé, un jeune homme de 21 ans, comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel pour dégradation d'un édifice affecté au culte. Il encourt 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Nous avons contacté le curé de l'église profanée avant l'audience. Il nous a expliqué ses attentes. Alors, je suis partie civile, donc ce que je peux attendre, c'est d'abord savoir un petit peu quelles ont été les raisons ou les motivations de l'auteur de ces actes de profanation, quoi.
qu'est-ce qu'il prétendait dire ou manifester, voilà. Et puis je pense que ça sera un peu libérant pour les paroissiens et notamment ceux qui ont été les premiers témoins de cet acte de profanation. Un certain nombre de paroissiens ont été non seulement meurtris dans leur foi de voir cet acte odieux, quoi. C'est pas simplement une simple dégradation. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça nous rend un petit peu plus vigilants sur notre manière de tenir ouvertes nos églises, de les tenir accueillantes, etc. Enfin, ça nous interroge beaucoup. Et pouvoir assurer une qualité d'accueil et d'ouverture de ces lieux, quoi. Ce procès n'est pas dénué de sens pour les catholiques. On le rappelle, selon les chiffres du Service central de renseignement criminel de la gendarmerie, plus de 870 édifices catholiques ont été la cible de dégradation en 2018. C'est plus de 2 par jour. Et puis, nous revenons également dans ce journal sur l'hommage rendu ce mardi 8 octobre à Aurélia, Anthony, Brice et Damien, les policiers assassinés jeudi dernier dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris. Les familles ont d'abord assisté à l'hommage solennel du président Emmanuel Macron dans la cour de la préfecture de police. Une messe a ensuite été célébrée par Monseigneur Aupetit en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Il a tenu à remercier les policiers pour la noblesse de leur travail qui consiste à protéger les plus faibles. Je vous invite à retrouver la vidéo de la messe diffusée par KTO sur notre site www.ktotv.com. Enfin, pour terminer ce journal, ce samedi, les missions étrangères de Paris ont organisé une journée sur le thème de la mission dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire décrété par le pape. Au terme de cette journée, les pères Will Conquer et Bruno Delorme ont été officiellement envoyés en mission à vie au Cambodge et en Birmanie. Nous nous sommes rendus sur place. Reportage. Ce 5 octobre, au MEP, au programme de la journée consacrée au mois missionnaire décrété par le pape, des conférences, des projections et des témoignages. Mais surtout, cette journée était consacrée à l'envoi de 2 jeunes prêtres en mission à vie. À respectivement 30 et 35 ans, les pères Will et Bruno ont fait le choix singulier d'une vie de missionnaire. Ça a été un long chemin de discernement et de formation pour se détacher de beaucoup de choses qui m'attachaient en France, de beaucoup de vieux rêves, de vieilles ambitions. Effectivement, le Cambodge où je pars demain, c'est un pays que je ne connais pas. Mais j'ai confiance dans la providence du Seigneur. C'est pas parce que tu rends ton discernement que c'est fait, quoi. Là-bas, je suis accueilli sur place par déjà des confrères qui sont déjà sur place, par l'évêque qui m'a invité et qui m'accueille. Je vais aller ensuite en école de langue, je vais aller apprendre le birman. Je retourne d'une certaine manière en maternelle, pour apprendre les lettres, les chiffres et les mots. Et puis il faudra se remettre du décalage horaire et puis c'est parti, yallah. Le père Bruno part à peine quelques mois de son ordination. Quant au père Will, ordonné depuis 1 an, il fera le voyage en train, en bateau, puis en moto. Pour nous, c'est évidemment une très grande joie de voir certains de nos jeunes aboutir au terme de leur formation, de leur discernement, leur enthousiasme, cette dynamique qu'ils ont là en partant. J'espère que ça peut aussi raviver ou entretenir au moins la flamme missionnaire qui sommeille au fond du cœur de chaque chrétien, de chaque chrétienne. À l'issue de cette journée, les 2 prêtres ont été solennellement envoyés en mission. Dans quelques jours, ils rencontreront le pays qui sera le leur, le reste de leur vie. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique du père Gonzalo Mezza. Il revient sur une rencontre des hispaniques aux États-Unis dont les représentants ont été reçus par le pape fin septembre. Pourquoi on a fait une rencontre hispanique aux États-Unis? Parce que la population hispanique constitue déjà le groupe minoritaire le plus important aux États-Unis. Dans 10 ans, plus de 50% de la population catholique des États-Unis sera hispanique. L'équipe qui est allée à Rome pour présenter au pape les résultats des consultations était dirigée par l'évêque de Los Angeles, José Gómez, et 2 autres évêques, tous les 3 d'origine hispanique. Pendant 5 jours, cette délégation a assisté à des réunions avec le préfet des dicastères du Vatican. Et le 18 septembre, ils se sont rencontrés avec le pape François à la fin de l'audience générale. Après cette rencontre avec le pape François et les dicastères du Vatican, le processus de la 5e rencontre hispanique continue.
Toutes les recommandations du pape et des dicastères seront intégrées dans le document final et puis les stratégies concluantes seront communiquées aux régions et diocèses des États-Unis. Ensuite, en fonction de chaque évêque, les recommandations seront appliquées au niveau des paroisses. Ces recommandations porteront sur divers sujets tels que la formation catéchétique des hispaniques, la promotion des vocations hispaniques, le leadership hispanique dans les structures ecclésiales, la promotion de la vie liturgique en anglais et en espagnol dans toutes les paroisses. Comme le pape François a dit dans son message aux participants de cette rencontre au mois de septembre 2018, notre défi c'est de créer une culture de la rencontre qui encourage les individus et les groupes à partager la richesse de leurs traditions, à abattre les murs et à construire des ponts. Je vous tiendrai informé du processus de cet encuentro hispano. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, c'est le dossier. Et pour ce dossier, ce soir, nous accueillons Blanche Streb. Bonsoir Blanche. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice de la formation et de la recherche pour Alliance Vita. Vous êtes également l'une des porte-paroles du collectif Marchons Enfants, mais aussi l'auteur du livre Bébé sur mesure, Le monde des meilleurs aux éditions Artege. Avec vous, on va revenir sur la manifestation qui avait lieu ce dimanche pour la manifestation des opposants au projet de loi bioéthique. Mais avant tout, je vous propose de regarder un petit reportage de notre journaliste qui s'est rendue sur place dimanche, Sophie Duchella. On est là aujourd'hui pour le droit des enfants. Il est 13h à Paris et c'est l'effervescence place Edmond Rostand. Ce dimanche 6 octobre, le collectif Marchons Enfants a réuni 600 000 manifestants selon les organisateurs, 74 500 selon le cabinet indépendant Occurrence. Venus de toute la France, toutes les générations sont descendues dans la rue pour lutter contre l'ouverture de la PMA pour toutes. En nous mobilisant vraiment, nous pouvons agir et être entendus. Et là, nous sommes au cœur du sujet qui est ce qui devait arriver après la loi Taubira et qui était le sujet fondamental de la loi Taubira, eh bien la volonté de certains de faire volontairement des orphelins de père ou de mère, en l'occurrence avec la gestation pour autrui, qui est le corollaire de la PMA sans père, évidemment. Liberté, égalité. Au son des slogans, le cortège avance dans une ambiance bon enfant, mais déterminée. Est en jeu également la disparition de la figure du père. Évidemment que je ne veux pas la GPA. Et pour ne pas vouloir la GPA, je ne veux pas la PMA. Donc je suis là encore aujourd'hui pour porter une parole qui est une parole de certains homosexuels pour dire non, un enfant a le droit à un père et une mère. Les organisateurs prévoient de prochaines mobilisations en décembre et jusqu'au mois de juin 2020. Alors, comme on l'a vu sur ces images, il y avait beaucoup de monde. Au-delà de la guerre des chiffres, qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce que vous avez été surprise par la mobilisation? Oui, c'est vrai qu'il y avait une foule vraiment immense, hein. Les images le montrent bien, une foule paisible, déterminée et très inquiète. Les Français sont très inquiets, je pense, sur ce projet de loi. Et je crois que c'est notable aussi de préciser qu'il y avait un collectif, le collectif Corps, pour le respect et la dignité de la personne. Ce sont des féministes de gauche, avec Sylviane Agacinski notamment, qui ont appelé aussi à manifester de leur côté contre ce projet de loi qui nous oriente vers la gestation pour autrui, qu'elles contestent de manière très ferme. Vous avez parlé tout à l'heure des féministes. Qui étaient vraiment les manifestants? Parce qu'on a peur un petit peu d'être stigmatisés. Peut-être, est-ce que c'était une manifestation seulement de catholiques? Oh non, je ne crois pas. D'abord, ça ne se voit pas sur les personnes, hein, d'où elles viennent. Moi, je pense que c'est surtout des Français qui ont compris que la bioéthique, c'était des lois qui nous concernent tous, qui concernent le vivant, qui concernent la manière dont on laisse la technique et le marché prendre les commandes de nos lois, prendre les commandes de nos modes de pensée. Il y a une vraie prise de conscience, je pense, de beaucoup de personnes sur ces enjeux. Donc c'est assez diversifié, je pense, et heureusement d'ailleurs, parce que ça concerne pas du tout que les catholiques, ça concerne l'ensemble des citoyens. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est effectivement une loi qui concerne beaucoup de domaines. Il y avait tout de même moins de personnes que pour les précédentes manifestations de la manif pour tous notamment.
Pourquoi, selon vous, il n'y avait pas encore... En fait, je trouve qu'il ne faut pas les comparer parce que d'abord, ce n'est pas le même sujet. Il y a un lien évident qui est celui de la filiation avec la PMA et la GPA, mais c'est un contexte totalement différent. En quelques années, la France a beaucoup changé. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements de contestation, les gilets jaunes, etc., avec des phénomènes qui peuvent avoir inquiété aussi les Français. Enfin, le contexte est extrêmement différent et le sujet est complexe aussi. Donc, mais malgré tout, c'est vraiment un grand succès, c'est vraiment un message fort qui a été envoyé quand on voit ces milliers de personnes qui se sont déplacées et pas seulement comme ça, pas seulement par la manifestation, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent à leurs députés, qui contactent leurs élus pour alerter sur les enjeux de ce projet de loi. Donc la PMA pour toutes, c'est un sujet qui fédère, selon vous, une large partie de la population française ? Quand on voit des sondages, et il y a des sondages dont un récent qui a été commandé par les AFC avec l'IFOP, qui montre que 83% des Français considèrent que le père est important et qu'il ne faut pas priver délibérément un enfant de père. Et c'est derrière la question de ça fédère la PMA, ou ce qui fédère, en tout cas, c'est cette notion qu'on pourrait délibérément priver un enfant de père et que la loi pourrait considérer qu'on ne respecte plus les droits de l'enfant. Parce que cette loi, elle va contre la Convention internationale des droits de l'enfant, et tout ça, au fond, est extrêmement injuste. Un père, on ne peut pas le réduire à un spermatozoïde ou à des données médicales juste accessibles à 18 ans si l'enfant en fait la demande. Un enfant, l'Académie de médecine a contesté aussi grandement ce projet de loi à ce niveau-là, parce que ça met en péril le développement de l'enfant et ses besoins essentiels, son développement psychique. Voilà, un père, c'est pas une option. Alors, on peut en être privé par des accidents de la vie, évidemment, et il y a une résilience importante des enfants, mais c'est complètement différent que de le décider par avance et de lui faire subir, parce que il n'y a pas de droit à l'enfant et on entend qu'un enfant pourrait se passer de père, mais à ce compte-là, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer qu'un adulte peut se passer d'un enfant ? Est-ce que c'est ce qui choque peut-être le plus les Français, cette question du père ? Oui, puis il y a le glissement aussi vers la gestation pour autrui qui vraiment choque énormément les Français. Il y a, je pense, encore plus de consensus sur cette question-là, qui est totalement liée finalement. Parce que là, le projet de loi nous propose de faire des actes de naissance mensongers qui mentionneront 2 femmes comme étant les mères, sur un pied d'égalité. Ce qui revient à dire que celle qui a porté l'enfant et qui a accouché n'est pas plus mère que l'autre. Au fond, c'est une négation de la maternité, qui est quand même un événement spécial. Et puis, on crée un parent d'intention, une mère d'intention. Et c'est exactement aussi l'enjeu de la GPA, qui est de considérer qu'il y aurait une mère d'intention qui n'a pas accouché de l'enfant. Et on l'a vu avec un amendement adopté dans l'hémicycle, proposé par le député Touraine, pour faciliter le recours à la gestation pour autrui à l'étranger. Donc on voit que c'est vraiment là, en fait. L'enjeu, il est là. La question de la GPA n'est pas anodine. Et là-dessus, c'est une instrumentalisation du corps des femmes, c'est une forme d'esclavage moderne. Et puis ça revient finalement à faire une forme de commerce de l'enfant. Tout ça choque beaucoup les Français, je crois. Quelles seront, selon vous, les prochaines étapes, notamment au regard de l'avancement du travail des députés ? Alors nous, on attend de voir ce que cet événement fort de ce qui s'est passé dimanche va provoquer. On sait que la majorité est quand même ébranlée. Ils ont demandé aux députés de ne pas trop aller dans les médias pour ne pas fracturer les Français. Il y a des députés qui prennent la parole de manière parfois extrêmement touchante pour apporter leur propre témoignage personnel. On voit que sur certaines questions, le gouvernement met des freins et qu'il se fait dépasser finalement par sa majorité. Il met des freins sur le diagnostic préimplantatoire, il a mis un frein sur la PMA post-mortem. Donc on voit qu'il y a quand même possibilité d'avoir un peu accès à un peu plus de raison. Ils ont même interdit, ils ont retiré de la loi le bébé médicament cette nuit. Donc on voit qu'il est possible d'arrêter les choses, même d'enlever certaines choses du projet de loi. Donc nous, on attend de voir ce qui va être fait en deuxième lecture au Sénat et on espère que le texte sera au moins mis en stand-by un certain temps ou au moins allégé de toutes ces transgressions gravissimes. Le texte va donc pas forcément passer aussi facilement que ça. Qu'est-ce que vous retenez peut-être pour conclure de cette journée et des futures mobilisations et des prochaines dates qui ont été annoncées ? Il est, je crois, important de continuer à faire passer le message aux Français sur ce qui se passe, sur ce basculement, sur ce monde que nous ne voulons pas pour demain. Donc nous, on continue à alerter, à former, à faire de la pédagogie et on voit que quand on explique bien les enjeux, les problématiques, les Français comprennent et les Français, effectivement,
effectivement, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez attendre peut-être encore plus de monde pour les prochaines manifestations, selon vous ? On verra ce qui sera décidé dans les prochains jours, mais en tout cas, on va effectivement pas désarmer, on va continuer à être très mobilisés. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.